Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de vuedailleurs.com, site d'actualité fondé par Cédric Leboussy, dont la philosophie tient en une phrase très claire. Les opinions sont libres mais les faits sont sacrés. On commence d'abord par une actualité liée au secteur bancaire et c'est Burkhard Balz, membre du conseil d'administration de Deutsche Bundesbank, qui nous éclaire sur l'impact de la crise sanitaire dans nos habitudes de paiement et la question de l'introduction d'une monnaie numérique au sein des banques mondiales. Aujourd'hui, les transactions électroniques ont pris le dessus grâce à diverses innovations, renforcées par la crise que nous traversons. Et puis en parallèle, les institutions bancaires doivent s'adapter aux transformations qu'implique ce bouleversement. Voilà pourquoi, afin de réduire les coûts de transaction dans des processus économiques complexes, les banques mondiales progressent actuellement sur l'émission d'une monnaie numérique de banque centrale à usage général, une CBDC pour Central Bank Digital Currency, disponible à la fois pour les particuliers et les entreprises non financières. Burkhard Balz s'interroge toutefois sur les risques pour la stabilité monétaire de l'arrivée d'un euro numérique sur les marchés. Une monnaie numérique européenne pourrait nuire à la politique de l'Union si elle vient de l'extérieur et si elle est largement utilisée pour les paiements de détail européens. Cela pourrait entraîner une dépendance vers ce genre de système de la part d'entreprises privées qui pourraient ne plus vouloir procéder à des transactions en espèces et donc exclure certaines parties de la société. Les secteurs publics et privés auraient donc un rôle important à jouer au sein de l'écosystème financier général. D'un autre côté, ce serait favoriser l'innovation que d'introduire cette monnaie transférable rapidement et de manière efficace entre deux appareils. Partant de ce constat, Burkhard Balz présente à quoi pourrait ressembler une CBDC potentielle dans la zone euro à travers trois façons de s'adapter. Je vous invite, si le sujet vous intéresse, à aller lire l'article Devises numériques, devises mondiales dans l'onglet international de vuedailleurs.com. Dans quelques instants, un petit peu d'actualité française. La France a été victime ces dernières semaines de deux attaques islamistes, l'attentat perpétré près des anciens locaux de Charlie Hebdo et l'assassinat du professeur Samuel Paty qui a bouleversé le pays entier. Aujourd'hui, certains s'inquiètent de la montée en puissance de la mouvance islamiste. On discute de ce sujet avec François Pupponi, député, ancien maire de Sarcelles et auteur de Les Émirats de la République ou comment les islamistes prennent possession de la banlieue aux éditions Serre. Bonjour. Bonjour. Alors selon vous, c'est indéniable, les islamistes sont aux portes du pouvoir ? Ils ont mis en place une stratégie qui est internationale, elle n'est pas propre à la France, en particulier les frères musulmans, de prendre le pouvoir, de monter, de s'imposer, d'imposer leur vue. C'est leur vision mondiale, c'est ce pourquoi ils agissent, et donc ils le font en France aussi. Alors, ils sont proches du pouvoir dans certains territoires, pas partout bien sûr, mais ils gagnent du terrain tous les jours. Alors, parler des ghettos de la République, du radicalisme religieux, comme l'a fait Emmanuel Macron dans son discours le 2 octobre dernier, est-ce que ce n'est pas délaisser le fond du problème, à savoir la misère sociale, l'échec scolaire, l'absence de mixité sociale dans les cités, selon vous ? Il l'a un peu dit, s'il y a des ghettos sociaux, c'est que nous les avons créés, donc nous avons une part de responsabilité dans ce qui se passe. Il était temps de réagir et de dire, voilà, nous avons fait des erreurs importantes, graves, qui nous ont menés à des catastrophes, avec des gens qui ont décidé de nous attaquer, c'est surtout eux les principaux responsables, mais nous avons, nous, une part de responsabilité avec un certain laxisme et avec une politique urbaine qui n'a pas été celle qu'il aurait fallu faire, et donc il était temps de réagir, et j'ai salué le discours du président de la République. François Pupponi, vous êtes consterné, on l'a lu dans l'article sur vuedailleurs.com, par la rareté des inscriptions sur les listes électorales dans ces villes du Val d'Oise, notamment à Garges-les-Gonesse. Sur 42 500 habitants, il y a seulement 18 000 électeurs. Pour quelles raisons, selon vous, est-ce que les habitants ont perdu espoir en quelqu'un qui pourrait les représenter ? Ça, c'est une vraie question, parce que ce sont des territoires où on a fait beaucoup. L'ANRU a rénové les quartiers, les villes, les communes, les municipalités différentes ont agi, et les gens ne croient pas forcément à la puissance. Alors, il y a une raison, je pense, principale, c'est qu'ils ont d'abord des problèmes sociaux, et donc quand on ne sait pas ce qu'on va manger à la fin du mois, on ne se préoccupe pas trop de savoir dans quel espace vous vivez. Donc il y a d'abord des préoccupations sociales, vitales, quotidiennes, et puis après les gens passent à autre chose, et puis il y a peut-être un défaut de formation démocratique. En tout cas, il y a peu d'inscrits dans ces quartiers, il y a peu de votants. Donc on est dans un délit de démocratie. Vous avez été maire de Sarcelles, je le disais en introduction, entre 1997 et 2017. Quels sont les changements les plus notables que vous avez pu observer durant ces 20 années ? Quelque part, malgré les efforts qu'on peut faire, une certaine paupérisation de la population, un changement, parce que nous n'avons pas pu bien qu'on l'ait essayé, la vraie logique dans ces quartiers, c'est de maîtriser la politique de peuplement.
Or, dans ces quartiers où l'habitat social est important, ce sont principalement les préfets et les bailleurs qui attribuent les logements. Donc, ils peuvent vous changer une ville en 10 ans. Voilà, la population peut changer sans que vous puissiez rien y faire. Donc, le grand changement, c'est quand même un changement de population, de paupérisation et l'arrivée de nouvelles communautés. Donc, mais tout ça, je répète, parce qu'il y a une politique de peuplement qui est menée par certains qui amène à cela. Quelles seraient les premières mesures que vous pourriez prendre pour améliorer la vie de ces cités ? Mais là, globalement, des choses importantes sont faites. Il y a des moyens, il y a de l'activité économique, il y a la rénovation urbaine qui est là. Ce qu'il faut, c'est des acteurs publics, des acteurs locaux, des individus qui vont tous les jours dans les quartiers et qui essayent d'avoir un contre-discours par rapport au discours des faiseurs de haine. Car le problème de ces réseaux proches de l'islam radical, ces réseaux sont très présents, ils sont très actifs, ils sont à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors que nous n'y sommes plus tous les jours. Voilà, donc il faut de la présence humaine que nous n'avons pas. Donc il faut, c'est pas tellement des moyens financiers, les moyens financiers ils y sont. Il faut des gens qui sont décidés à défendre la République quotidiennement. Est-ce que ça passe aussi par l'éducation ? On en parle souvent. Oui, mais bien sûr, l'éducation, les enseignants, et malheureusement on l'a vu encore cette semaine, font un effort exceptionnel, ils font un travail exceptionnel. Et le soir, ils ne sont pas là, le week-end, ils ne sont pas là, les vacances, ils ne sont pas là. Donc il y a le travail fait par l'éducation, et puis il faut après que l'institution républicaine, en dehors du temps scolaire, soit aussi présente. Que l'on ne confie plus tout à fait ça à les associations, parce que les adversaires ont occupé le champ associatif. Donc je pense qu'il faut revenir à une présence de fonctionnaires, d'agents de l'État, d'agents des collectivités locales, qui vont remplir ce rôle éducatif en dehors du temps scolaire. Merci beaucoup François Pupponi d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre « Les Émirats de la République » aux éditions Serre. Dans quelques instants, un point sur l'actualité économique et sociale. À quoi doit-on s'attendre quand la crise sanitaire sera terminée ? Marc Toiti, économiste et président du cabinet AC Défi, s'est posé la question et adressé plusieurs hypothèses dans son livre Reset. Il est avec nous sur ce plateau pour en parler aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Éléonore. Alors je vais montrer quand même votre livre à l'écran. Voilà, ce livre qui est sorti le 2 septembre dernier et qui arrive au top des ventes. Hein. Bah oui, il marche très bien. Merci, c'est gentil. Alors le Reset, hein, c'est le petit bouton sur lequel on appuie. Oui, c'est pas la reset, hein, c'est le reset. Hein. Le reset. C'est le petit bouton sur lequel on appuie quand un appareil dysfonctionne et qu'on veut le redémarrer. Et d'ailleurs, très souvent, quand on presse le bouton, tout redémarre normalement. Mais est-ce que appliqué au monde post-Covid, ce serait le cas ? Mais voilà, c'est le grand danger. C'est un petit peu ce que j'essaye d'alerter sur ça sur le livre. C'est que le danger, c'est que des fois, on appelle sur reset, on appuie sur reset et c'est pire qu'avant. Oui. Et donc là, c'est vrai que ce qui se dessine depuis quelques mois, c'est un peu ce scénario catastrophe. C'est-à-dire qu'on a eu les chiffres cette semaine, par exemple, de la croissance chinoise. Ça y est, la Chine a déjà digéré la crise. Non seulement l'a digéré, mais rendez-vous compte qu'aujourd'hui, son niveau de PIB, il est de l'ordre de 5% de plus que ce qu'il y avait avant le Covid. Donc ça veut dire qu'ils ont complètement digéré, même enterré complètement cette crise, alors qu'elle vient de chez eux. Donc c'est là où on n'a rien compris, parce qu'on aurait pu se dire, moi c'était un petit peu mon raisonnement, cette pandémie elle va nous faire réfléchir, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de, je dirais, de dérapages, des bulles financières, la suprématie de la Chine, on est devenu trop dépendant de la Chine, il faut peut-être arrêter tout ça, et c'est encore pire qu'avant. Pareil, si on regarde ce qui se passe chez nous, en termes de dette publique, alors là c'est encore, avant on se disait, attention, n'augmentons pas trop la dette publique, si tous les taux d'intérêt vont augmenter, les taux d'intérêt des dettes publiques qu'on paye, là c'est l'inverse. Plus la dette publique augmente, plus les taux d'intérêt baissent. Effectivement, si on prend le cas de la France, on a 114% de dette publique par rapport à notre PIB, et on s'en fiche complètement. C'est-à-dire que pourquoi ? Alors il faut savoir pourquoi. C'est parce que la Banque Centrale Européenne achète la dette. Il faut savoir, le mécanisme il est très simple. Quand les États sont surendettés, donc ils doivent faire appel au marché, donc les marchés disent attendez, si on voulait qu'on vous prête, il faut une prime de risque. Donc les taux d'intérêt augmentent. Là, plus besoin d'avoir à faire appel au marché, c'est la Banque Centrale Européenne qui finance en direct, ce qu'on appelle la planche à billets. Sauf que là, c'est une fuite en avant. Aujourd'hui, il y a un discours extrêmement dangereux qui est de dire vous inquiétez pas, cette dette, on la remboursera pas, etc. C'est complètement faux. Parce que cette dette, elle est au bilan de la Banque Centrale. Donc si on la supprime, ça veut dire qu'il faut supprimer également de la création monétaire, de la monnaie. Donc c'est un scénario catastrophe. Et en fait, on a cette fuite en avant qui d'ailleurs prendra fin en 2021, quoi qu'il arrive. Je veux dire pourquoi ? Parce que, en fait, aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui permet cette planche à billets. Normalement, ce n'est
pas en règle avec la constitution allemande. Hein, c'est ce qu'on appelle la cour de Karlsruhe, elle l'a dit cet été. Elle s'est calmée pour pas mettre de l'huile sur le feu. Angela Merkel a tout fait pour calmer le jeu. Mais si jamais en 2021 ça redémarre pas, là, après les élections allemandes, donc dans un an, à ce moment-là, on arrêtera cette planche à billets. Et là, les taux d'intérêt peuvent augmenter. Vous voyez, c'est ça qui est extrêmement dangereux. Par exemple, prenons le cas de la Chine. Aujourd'hui, encore une fois, elle est renforcée par cette crise. Et n'oublions pas qu'elle a 1500 milliards de dollars de bons du trésor américains et à peu près la même chose en euros de bons du trésor de la zone euro. C'est-à-dire que si demain elle veut nous faire mal, elle vend ses bons du trésor, donc ses obligations d'État, et là les taux d'intérêt repartent à la hausse et ça casse complètement la croissance. Justement, on pourrait craindre une plus grande hégémonie de la Chine dans les prochaines années. C'est ça qui est complètement faux. Alors justement, moi je milite dans ce livre, je dis ah non, attention, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut qu'aujourd'hui, eh bien, les États européens, avec les États-Unis, parce qu'on ne fera pas sans eux, il ne faut pas se leurrer, si on réussit à s'unir, à ce moment-là, on peut effectivement imposer à la Chine des normes sanitaires, des normes démocratiques, je dirais des normes également sociales. Tout ça nous permettra justement d'être moins dépendants de la Chine. Mais ce qui m'inquiète, c'est que, voilà, on voit ce qui se dessine aujourd'hui. On risque de faire un accord entre la Chine et les États-Unis, et nous, l'Europe, on sera le dindon de la farce. Donc ça aussi, il faut de ce point de vue-là prendre le taureau par les cornes et s'attaquer à cette hégémonie. Sinon, les Chinois, eux, ça fait 20 ans qu'ils nous le disent, hein, qu'ils vont être les numéros 1 mondiaux. Ils le sont aujourd'hui. Il faut peut-être un petit peu les calmer. On a eu le même cas d'ailleurs dans les années 80, 90 avec le Japon. Le Japon, c'était la Chine d'aujourd'hui à l'époque. Sauf que les États-Unis, justement, à l'époque, et l'Europe se sont unis pour faire apprécier le yen, et le Japon ne s'en est jamais remis. Donc là, les Chinois sont beaucoup plus forts que les Japonais. Donc il faut être, nous aussi, beaucoup plus combatifs, entre guillemets, donc imposer des normes. Sinon, les Chinois vont encore devenir plus puissants que par le passé. Ça serait effectivement extrêmement dangereux. Quels seraient les points positifs qui pourraient découler de cette crise sanitaire? Alors, c'est ce que je dis toujours. Là, également, je donne des pistes stratégiques, puisque n'oublions pas, les crises sont toujours des phases d'opportunité. Donc c'est sûr qu'il faut se retrousser les manches. Et moi, ce que je vois de positif, c'est que justement, on doit penser aux révolutions technologiques qui arrivent. Vous voyez, là, par exemple, on dit souvent, oui, il faut de la décroissance, etc. Là, cette crise nous a montré les coûts de cette décroissance. La décroissance, c'est quand le niveau de PIB baisse. On l'a vu en France, moins 19% au premier semestre, une catastrophe. Dans le monde entier, on va faire à peu près moins 4, moins 5% de baisse du PIB. Donc avec derrière des enjeux sociétaux dramatiques. Et donc, ce qui fait que si on a de la décroissance, ça ne peut pas fonctionner. Donc là aussi, prise de conscience, on doit se dire, il faut éviter ça, il faut justement, parce que le seul moyen de faire de la croissance infinie ou durable dans un monde fini, c'est en optimisant l'existant au travers du progrès technologique. Donc c'est l'innovation qui doit jouer. Là, c'est vraiment la clé justement de notre avenir, c'est que justement, on a plein de révolutions technologiques devant nous, dans l'énergie, dans l'agroalimentaire, dans les nanotechnologies, dans le numérique, bien sûr. Enfin, là aussi, il faut faire attention aux bulles boursières, comme sur les GAFAM, j'en parle dans le livre également. Mais c'est vrai qu'on a besoin justement de mieux financer cette innovation et donc d'arrêter de faire, on se plaint du flight bashing par exemple, donc on dit oui, il faut arrêter de prendre l'avion, puis maintenant que les compagnies aériennes souffrent, que le secteur aéronautique souffre, on se dit c'est pas de chance, si, on peut pas avoir les deux. Donc moi je dis l'avenir, ça ne doit pas être, je fais une petite parodie dans le livre de la chanson de Alain Souchon, vous savez, full sentimental, on dit le monde qu'on nous propose, mais il est horrible ce monde de demain, non, j'en veux pas, moi dire, on voyage plus, on prend plus l'avion, on peut plus s'habiller, etc. Donc non, mais il faut mieux penser le monde, mieux l'utiliser, c'est ça la vraie écologie, au travers justement de l'innovation. Donc il ne faut pas tomber dans les pièges, et justement c'est le but du livre de se dire, oui voilà, on a fait des erreurs, maintenant il faut les corriger. Et donc le danger c'est justement de faire un vrai reset et de ne pas refaire les mêmes erreurs que par le passé, et c'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est très dangereux. Et rapidement, votre avis sur, j'en parlais en début d'émission, sur l'émission d'une monnaie numérique de banque centrale à usage général, un euro numérique, est-ce que ça pourrait être... Tout à fait, alors moi je milite sur ça depuis des années déjà, parce que effectivement j'avais tout début du Bitcoin, enfin du moins quand il a commencé à atteindre 15 000, 20 000 dollars, beaucoup m'ont dit alors il faut qu'on achète. Je dis attention, c'est extrêmement dangereux parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais par contre, la technologie de la blockchain, elle est formidable. Donc ça veut dire que là, oui, il faut que cette monnaie soit légiférée, soit une monnaie banque centrale. Parce qu'on l'oublie souvent, hein, le Bitcoin ou les crypto-monnaies actuelles, elles ne sont pas légiférées. Donc il n'y a personne derrière. Enfin, ou bon, il y a de la technique, c'est bien sûr, mais je veux dire, il n'y a pas une banque centrale, il n'y a pas des actifs, il n'y a pas des contreparties de la masse monétaire. Donc c'est pas une vraie monnaie. Donc aujourd'hui, bien sûr, et j'arrive pas, enfin, mais là aussi, toute chose malheur est bon, on commence enfin à comprendre, mais ça fait des années que j'essaye de pousser les banques centrales, elles le font aujourd'hui. Bien sûr, quand demain on va avoir des crypto-monnaies banques centrales, c'est-à-dire avec derrière une surveillance, je dirais une autorité, des vrais actifs, alors là, ça sera beaucoup plus crédible. Donc, et là, bien entendu, les crypto-monnaies actuelles vont s'effondrer parce que bien souvent, c'est des vecteurs de blanchiment d'argent, etc. Donc ça, c'est extrêmement dangereux, on ne sait pas trop où on met les pieds. Donc là, oui, il faut légiférer. Ça aussi, c'est important. Après cette crise, on verra après les élections américaines, mais il faut aussi légiférer au niveau des GAFAM, donc au niveau également donc, de ces crypto-monnaies, voilà, pour qu'on ait un monde plus transparent. Je pense que ce qui nous fait beaucoup
beaucoup de mal aujourd'hui, c'est effectivement ce manque de transparence, cette opacité qui est extrêmement dangereuse. Et donc, pareil sur les bulles ou sur l'immobilier, on me dit oui, attention, les prix vont baisser, ça va être catastrophique. Pas forcément. Quand les prix baissent parce qu'on revient vers un niveau normaux lié aux fondamentaux économiques, alors là, on a un marché qui est beaucoup plus sain. Et après, on a des transactions qui également sont plus dynamiques. Voilà, donc c'est ça. Moi, en tant qu'économiste, c'est mon rôle de dire attention, aujourd'hui, on a été trop loin. C'était mon livre d'avant, Un monde de bulles. Là, maintenant, c'est la suite. Alors, les bulles sont dégonflées, puis elles se regonflent. Donc, il faut être extrêmement prudent. Et c'est là qu'on attend, je dirais, des dirigeants de la planète. Et malheureusement, je le dis un peu dans le livre, et c'est vrai que je suis un peu triste de ça. Je pense que dans cette crise, les dirigeants de la planète, malheureusement, ne sont pas à la hauteur de la situation. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'ils vont assez vite vers cette innovation, vers cette... Malheureusement, pas suffisamment. Et c'est là où je suis très inquiet. Je reviens sur la Chine. Parce que eux, justement, ce sont les seuls qui innovent massivement et qui ont compris. Alors, évidemment, c'est une dictature, donc c'est plus facile. Je dis pas qu'on doit devenir une dictature, quoique des fois, il y a des tendances un petit peu, faut faire attention. Mais c'est vrai que nos dirigeants, aujourd'hui, ils doivent avoir une vista, vous voyez, une vision du monde. Je parle d'un exemple, d'un film, vous avez vu les heures sombres pendant la Seconde Guerre mondiale, où Churchill, justement, il y a tout l'establishment qui lui dit, bah non, il faut faire un pacte avec Hitler, parce que l'armée anglaise est coincée à Dunkerque, et il est à deux doigts de le faire. Donc, vous voyez, aujourd'hui, quand nos dirigeants écoutent trop l'establishment, les bien-pensants qui connaissent pas la vie, évidemment, bah, ils font des erreurs. Donc là, et Churchill, à l'époque, a dit non, on peut pas faire un pacte avec lui. Et il a sauvé le Royaume-Uni, donc il a sauvé l'Europe, finalement. Ben aujourd'hui, c'est pareil. On doit avoir des dirigeants qui ont une vision du monde, qui s'arrêtent pas à être, est-ce que je vais être réélu ou pas? Non, il faut une vision du monde pour sauver notre planète et faire justement ces innovations mieux réglementées, avoir un État qui soit plus efficace, parce que là, on voit en France, on a un État débordant, le numéro 1 mondial des dépenses publiques, et il n'y a pas de croissance en face, il y a un chômage qui reste élevé, notamment le chômage des jeunes. Donc voilà, il faut de l'efficacité économique. Donc le reset va nous permettre justement de repartir sur des bases plus saines. Quel nouveau monde pour demain? Faites-vous votre propre opinion en lisant le livre de Marc Toiti, Reset. Merci d'avoir été avec nous, plaisir, Marc Toiti. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce JT de Vue d'ailleurs. La rubrique culturelle de la semaine s'adresse aux hommes et pointe du doigt les dangers des ondes électromagnétiques sur les spermatozoïdes. Nelly Rousselin, conseillère en environnement électromagnétique, géobiologue scientifique et accompagnatrice positive en développement personnel, s'est penchée sur le sujet. Elle est en duplex avec nous. Bonjour Nelly. Bonjour Éléonore, merci beaucoup de m'accueillir sur votre plateau. Merci à vous. Alors tout d'abord, expliquez-nous brièvement quelles sont les conséquences d'une exposition prolongée de ces ondes sur les spermatozoïdes. Alors en fait, c'est une diminution en fait du spermatozoïde et une différence au niveau de la qualité en fait. Voilà, donc ça c'est vraiment les risques liés aux ondes électromagnétiques sur les spermatozoïdes. Donc les spermatozoïdes sont en danger depuis un certain temps puisqu'il y a déjà d'autres facteurs aussi qui rentrent en compte. Donc il y a l'alimentation, le stress, les produits chimiques et là on y rajoute encore en plus les ondes électromagnétiques des téléphones portables. Voilà. Parce que l'homme a des dangers qui peuvent être renforcés quand les hommes mettent leur téléphone portable dans leur poche, de pantalon ou de chemise, l'ordinateur portable aussi sur les genoux, c'est ça? Tout à fait, oui, ça aussi. En fait, plus c'est proche, plus ça va avoir un impact. Donc on parle des hommes, mais petite parenthèse aussi au niveau des femmes. Moi, j'étais dans une salle d'attente d'un médecin et j'ai vu une femme d'un certain âge sortir son téléphone de sous son soutien-gorge, quoi. Donc la poitrine aussi est un endroit sensible en fait. Donc voilà. Il vaut mieux éviter de les mettre à ces endroits-là. Alors, la 5G et la santé, c'est un débat sensible depuis quelques semaines. Oui. Certains scientifiques affirment que ce réseau dernière génération n'est pas dangereux pour la santé, d'autres sont plus prudents. Quel est votre avis sur le sujet ? Alors, la seule chose, c'est qu'on ne compare pas les mêmes choses parce que donc, nous, plus les lanceurs d'alerte, on a des normes beaucoup plus basses que ceux comment on appelle ça ? Des entreprises ou autres, quoi. Donc pour moi il y a un risque puisque de l'autre côté déjà on est impacté énormément par les ondes en fait. C'est pas comme si qu'on avait juste la 5G. Non, on a la 5G, on a déjà tout autour de nous. Donc c'est ça en fait, la problématique c'est aussi donc l'intensité mais aussi l'exposition permanente en fait. Voilà, c'est vraiment ça.
Donc c'est pour ça qu'on fait plus, allez-y. Non, pardon, c'est pour ça qu'on... de précaution en fait, parce que le risque zéro n'existe pas. Donc voilà, et puis la santé, on a beau être milliardaire, mais il sera beaucoup plus difficile de se racheter une santé, donc autant mettre en avant le principe des précautions. Alors justement, dans l'article qu'on peut lire sur vuedailleurs.com, vous indiquez 4 principes de précaution pour se protéger des pollutions artificielles et limiter leurs effets sur les spermatozoïdes notamment. Quels sont ces principes? Tout à fait. Alors le premier, ça va être supprimer la source. Donc par exemple, la nuit, donc chez vous, si vous avez le Wi-Fi, normalement la nuit vous n'en avez pas besoin. Donc déjà, supprimer peut-être le Wi-Fi. En mode avion par exemple. Mettre le téléphone en mode avion. Éviter d'avoir le téléphone en même temps la nuit comme réveil. Voilà, donc il vaut mieux le mettre en mode avion ou opter peut-être pour un réveil à pile. Voilà. Donc déjà, c'est vraiment supprimer la source. Quand on n'en a pas besoin, on supprime le Wi-Fi. Quand vous en avez besoin, vous l'utilisez. Vous n'avez pas besoin, vous l'enlevez. Ensuite, ça va être éloigner la source. Donc là, au niveau du téléphone portable, par exemple, donc ça va être éloigné. Vous avez besoin d'appeler. Vous allez mettre plus... L'idéal, c'est vraiment d'avoir le téléphone en haut-parleur et éloigner le téléphone. Si vraiment c'est pas possible par rapport à l'environnement et tout ça pour pas perturber les gens autour, mettre plus un casque filaire. L'idéal, c'est quand même un casque tubulaire qui est un peu comme le stéthoscope en fait du médecin, voilà, où l'onde va s'arrêter avant le petit tube le petit tube d'air, voilà. Et donc toujours éloigner par contre le téléphone, parce que la source principale c'est le téléphone, voilà. Ensuite ça va être, oui. Non, et je voulais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre téléphoner directement, amener le téléphone vers son oreille et les écouteurs? Parce que c'est vrai qu'on a souvent l'impression que l'oreille chauffe quand on a le téléphone près de l'oreille. Est-ce que c'est différent si on a les écouteurs ou pas? Alors, au niveau des écouteurs, l'intensité va être moins intense, bien sûr. L'onde va quand même monter au niveau du casque. Donc, l'idéal, c'est d'utiliser une oreille à la fois. Voilà, en tout cas, une oreillette changée. Et oui, l'impact va être beaucoup plus important si on a directement le téléphone collé à l'oreille. Comme vous dites, ça chauffe. Donc, voilà, quand vous ne pouvez pas faire autrement, changez d'oreille. Voilà, de temps en temps, dans la discussion, changez d'oreille. Et vous aviez encore d'autres, je vous avais coupé d'autres principes de précaution, je crois. Alors le troisième, ça va être limiter son temps d'exposition. Donc c'est ça. Donc par exemple, comme je l'expliquais, pour le Wi-Fi, vous en avez moins besoin, l'utilisez moins. Pour le téléphone portable, donc si vraiment vous passez énormément de temps au téléphone, peut-être opter plus pour un téléphone filaire, le vieux téléphone filaire, ou un téléphone DECT Eco. Voilà, qui est spécifique, mais où il y a un réglage à faire. Donc le DECT, c'est le téléphone sans fil de la maison. Voilà, le fameux téléphone, mais voilà, il faut vraiment prendre un spécial, un éco avec un réglage. Et le dernier principe, ça va être se protéger. Voilà, donc ça peut être déjà par exemple pour un téléphone, peut-être opter pour un téléphone qui va émettre moins d'ondes par rapport au DAS. Voilà, et ça va être des petites protections qu'on peut rajouter aussi sur le téléphone ou voilà, donc différentes choses comme ça à mettre en place. Et vous conseillez aussi aux gens qui ont la 5G désormais de se remettre en 3G? L'idéal, ça serait oui de se remettre en 3G. Et quelque chose qui est important aussi, et donc moi avant tout je suis aussi mère de famille. Et j'ai un adolescent de 15 ans, donc qui est très très connecté. Et la différence avec moi, c'est que moi je suis pas née en plus avec toutes ces ondes autour de moi, mais par contre lui il est né avec ça. Et c'est vrai que c'est aussi une éducation en fait, se dire voilà, pour moi je me sens responsable de sa santé, en tout cas là où je peux agir, et lui donner au moins des principes de précaution, par exemple sur son utilisation de son téléphone, se dire voilà, quand il va appeler, donc il va l'éloigner. Par exemple, maintenant le téléphone sert pour appeler, mais pour tellement de choses, quoi. Quand par exemple il va regarder, il a téléchargé un film, il va mettre le téléphone en mode avion aussi. Donc c'est ça aussi, c'est sensibiliser les enfants et puis les amener à l'utiliser, parce que bon, on est dans un nouveau monde, on est connecté, voilà. Moi je vis pas non plus dans une grotte, j'ai un téléphone. Bien sûr, on peut pas y échapper. C'est ça, tout à fait. Mais c'est de dire, voilà, comment on vit avec eux tout en préservant notre santé, en se disant, voilà, si vraiment il y a le risque, comment on fait, et voilà, on limite ça. Nelly Rousselin, j'invite les internautes qui sont intéressés par ce sujet de santé publique à lire votre article sur vuedailleurs.com qui est très détaillé avec beaucoup de chiffres aussi. C'est intéressant de voir cette analyse en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et merci à vous d'avoir suivi le JT de vuedailleurs.com. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite. Bonjour.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.